C'est bon? Ça marche? Oui, ça marche. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'aux personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc aujourd'hui, avant d'ouvrir la séance du Conseil officiel, je remercie pour leur présence Monsieur Olivier Leroy et Anthony Isabelle, respectivement président et directeur de l'Office de tourisme de Quimperlé-Léria. Donc, ils vont nous présenter les missions et les projets de l'Office du tourisme. Après la présentation, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Ils sont là pour vous répondre. Ils le feront avec grand plaisir. Et ensuite, nous commencerons le conseil municipal. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la maire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je me présente. Je suis Monsieur Leroy Olivier. Je suis président de Quimperlé-Léria, anciennement Quimperlé-Terrocerne. Je suis aujourd'hui accompagné de Anthony Isabelle, qui se présentera aussi, qui est le directeur de l'Office du tourisme. Donc, on est là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter votre Office du tourisme, mais aussi celui et surtout celui du territoire de Quimperlé, donc des 16 communes du pays de Quimperlé. Donc, aujourd'hui, au 12 avril 2023, à Moëlan, nous allons vous présenter ce que c'est que votre Office du tourisme, donc dans les différents items. Donc, c'est quoi? Après, on passera c'est qui, le personnel, la présentation. Qu'est-ce que l'on fait pour le territoire et également pour la commune de Moëlan, pour vous? Et l'Office du tourisme de Moëlan. Et vous avez aussi un bureau permanent qui est sur le territoire de Moëlan. Donc, l'Office du tourisme est un format associatif. Donc, il a été créé en 2012 par délibération communautaire, donc pour le territoire du pays de Quimperlé. Donc, on est compétent sur les 16 communes du territoire. Donc, on a une convention d'objectifs qui est signée entre Quimperlé-Léria, QLR, et Quimperlé Communauté pour 2022-2024. Donc, on a 3 missions principales dans cette convention d'objectifs qui concernent la promotion du territoire, du tourisme, l'information une fois que les gens seront sur place et également développer tout ce qui est la promotion et développer le territoire. Donc, une association, donc on a un conseil d'administration de 27 membres. Dans ce conseil d'administration, on a un tiers d'élus de Quimperlé Communauté et 18 sociopros, qui fait un tiers, 2 tiers. Donc, on a fait une modification de statut en juin 2022 pour avoir un fonctionnement simplifié. On a une commission permanente de 8 membres qui s'appelle la commission Finances et Stratégie, où à cette commission-là, nous prévoyons l'avenir de l'Office du tourisme et du territoire. Nous avons également des commissions ponctuelles, mais qui sont également des commissions de travail, qui sont ouvertes à tous. Donc, on a par exemple une commission sur le web, sur le positionnement, sur les huîtres, qui ont été faites et qui sont toujours en cours. On a pour cela un budget prévisionnel de fonctionnement pour 2023 de 738 000 €, avec une convention de Quimperlé Communauté qui est autour de 80% de 590 000 €. Bonjour à tous, donc je suis Anthony Isabelle, je suis le directeur de l'Office de tourisme Quimperlé-Léria. Je suis très content d'être là ce soir, merci de nous accueillir. Alors Olivier a déjà bien entamé le sujet. Alors l'Office de tourisme, c'est qui? Tout simplement, c'est une équipe de 13 personnes qui travaillent à l'année sur le territoire, donc ça fait 11,5 ETP, parce j'ai des petits morceaux de coéquipiers, puisque j'ai des collaboratrices en alternance. C'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup, de former des collègues à prendre la suite. 6 saisonniers viennent se rajouter principalement sur des postes d'accueil et d'information, donc ce que vous connaissez le plus, c'est-à-dire dans ce que nous on appelle des bureaux d'information touristique. Donc ça fait 1,5 ETP, donc tout ça réuni, 13 personnes, l'équivalent de 13 ETP sur l'année. On a au sein de l'équipe des contrats de droit privé, puisqu'on a une convention collective particulière. On est organisé en 4 pôles. Communication, qu'on met volontairement en premier dans nos missions. Notre idée, et notre priorité, c'est de valoriser le territoire avant tout. On développe, comme l'a indiqué Olivier. On a un service administration compte RH. Et on a un service aussi qui s'occupe de tout ce qui est information, accueil boutique. C'est la mission première que l'on connaît souvent des offices de tourisme. Si on met ça sur
sur un fromage, un petit camembert, vous voyez en gros la partie bleu foncé, c'est en y intégrant les équipes saisonnières, on est sur à peu près 7,5 ETP sur tout ce qui est information, accueil et gestion de boutique. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Une personne à la direction, l'équivalent d'une personne à tout ce qui est administration, compta, RH. Sur tout ce qui est développement et relations avec les professionnels, puisqu'on a un gros rôle d'animation des sociaux, enfin, ce que nous on appelle les socioprofessionnels, donc les gens qui gravitent et travaillent dans le monde du tourisme, à peu près 2 personnes. Et on a l'équivalent de 1,5 personnes, je ne sais pas comment on dit, sur la partie communication. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On serait venu il y a 10 ans vous présenter l'office de tourisme. La partie en bleu foncé aurait plutôt été sur les 3/4 du camembert, un bon 3/4 de camembert. Donc les métiers de l'office évoluent vers autre chose que de l'accueil classique, comme on peut l'imaginer. Alors, l'office de tourisme Quimperlé-Léria, moi, ça fait 2 ans que je suis ici sur le territoire. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'on avait un super office de tourisme qui est plutôt très professionnel, puisque vous avez un office de tourisme classé en catégorie 1, donc c'est une reconnaissance au niveau national. Donc, c'est pas partout. Hein, catégorie 1, c'est pas la majorité des offices de tourisme. Ici, c'est catégorie 1 depuis plusieurs années, puisqu'on renouvelle régulièrement ce classement. Donc, c'est un très bon niveau. On a aussi, c'est le petit logo en dessous, avec la carte de France, on est marqué qualité tourisme, donc c'est une norme AFNOR, donc qui a été mise en place il y a quelques années par le ministère du Tourisme pour reconnaître la qualité des prestations et des prestataires d'un territoire. On est marqué qualité tourisme, donc ce qui n'est pas rien non plus, donc ça a une reconnaissance du professionnalisme des équipes et de la structure. On est aussi labellisé accueil vélo sur les offices de tourisme, et en particulier les bureaux d'accueil sur Riec, sur Cloire, anciennement Sker. Et quand la véloroute arrivera jusqu'à Moëlan, on passera le label avec grand plaisir. Donc c'est aussi accueillir les gens en itinérance vélo de bonne manière sur l'office de tourisme. Sur le petit carré bleu du milieu, donc c'est tout ce qui est tourisme et handicap, donc l'accessibilité de manière générale. On est aussi extrêmement bien classé et organisé sur le territoire par rapport à ça, puisqu'on est labellisé sur les 4 handicaps dans tous les bureaux de l'office de tourisme, donc ce qui n'est pas rien. Et on a une sensibilité assez forte au niveau de l'office de tourisme ici sur le handicap de manière générale, puisqu'on a les collaborateurs qui suivent des formations régulières sur le bon accueil des personnes en situation de handicap, sur la langue des signes aussi. Les équipes sont formées sur la langue des signes, la LFS, la française. Donc ce n'est pas rien. Et j'ai aussi une collaboratrice qui est auditrice handicap pour la région Bretagne et qui travaille au sein de l'office, donc ce n'est pas rien aussi. Et sur le dernier, Voyageons ensemble, donc c'est un label qui a été mis en place au niveau régional il y a peu de temps. L'idée, c'est tout simplement de sensibiliser nos visiteurs et nos professionnels à tout ce qui est développement durable, hein, mais je pense que c'est dans l'air du temps et indispensable. Donc, pour retenir, un très très bon office de tourisme, un très très bon outil. Voilà, sur tout ce qui est qualité au quotidien. Alors, l'office de tourisme Quimperlé-Léria, puisqu'on a changé de nom en novembre 2022, on s'appelait Quimperlé-Terre-Océane, on est passé à Quimperlé-Léria. Je reviendrai un peu dessus un petit peu plus tard pour vous expliquer pourquoi. On fait quoi? À qui on parle? Parce que souvent on se dit un office de tourisme, ça parle aux touristes, hein, puisqu'on s'appelle office de tourisme, touriste, c'est direct. Mais là, le visuel que je vous ai mis, qui pourrait avoir été pris aujourd'hui au vu de la météo printanière qu'on peut avoir, on parle un petit peu à tout le monde finalement, parce qu'on part du principe que voilà, notre but c'est de faire venir des gens sur le territoire, une de nos missions premières, les attirer. Quelqu'un qui est par exemple à Lyon, lui dire ça serait bien qu'il vienne en vacances ici, voilà, c'est le but premier. Mais une fois qu'il est sur place, finalement, ses besoins sont les mêmes qu'un habitant, que quelqu'un qui habite sur le territoire. Il a besoin de se déplacer, il a besoin d'aller dans les commerces, il a besoin de découvrir son territoire, il a besoin de faire du vélo, il a besoin de prendre sa voiture, etc. Il a besoin de plein de choses pour avoir un bon séjour. Donc finalement, on parle à tout le monde, qu'on soit touriste, habitant, excursionniste. Excursionniste, c'est quelqu'un qui vient sur la journée sans dormir sur le territoire. Donc nos amis de Lorient, par exemple, viennent faire un tour à la journée. Ou éventuellement des visiteurs. Donc on parle à tout le monde, voilà, puisqu'on a finalement des messages qui sont assez proches. Je vous ai parlé de notre nouveau positionnement, Quimperlé-Léria à la place de Quimperlé-Terre-Océane, pour ceux qui nous connaissaient avant. On s'est dit, en fait, depuis 1 an, 2 ans, voilà, on a voulu s'affirmer, dire qu'on était un vrai territoire touristique, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une vraie destination. Et on s'est dit, voilà, il y a de la concurrence, il ne faut pas se leurrer, hein, on est en concurrence avec les voisins de Concarneau, avec nos copains, parce que ce sont nos copains de Lorient, et aussi nos collègues d'un petit peu plus loin.
Donc si on veut apparaître dans tout cet ensemble breton, vous savez que la région Bretagne, au niveau touristique, a le vent en poupe, mais il y a une forte concurrence, il faut se battre, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Et ben nous, on a voulu s'affirmer, dire voilà, ici, sur le pays de Quimperlé, c'est une vraie destination, c'est un vrai endroit à part entière, avec un vrai caractère, des vrais gens, des vrais atouts. Donc il faut se différencier tout simplement. Voilà, il faut apparaître. Donc on a travaillé sur le positionnement avec une commission ad hoc, et on s'est dit que voilà, le point commun sur ce territoire, c'était l'inspiration, tout simplement. Donc on est parti sur un positionnement autour de l'inspiration, et on a voulu aussi se dire voilà, qu'est-ce qui peut être un peu point de repère sur notre territoire et un peu différent. Bon, Quimperlé, c'était assez évident parce que c'est quand même la ville avec une notoriété sur le territoire qui est connue bien au-delà de notre secteur. Donc on a gardé ce terme Quimperlé comme point de repère géographique, et on s'est dit qu'est-ce qu'on a de différent, de vraiment différent par rapport aux voisins. Alors c'est vrai qu'on a plein de choses super, hein, mais on s'est dit que les RIA quand même c'était unique, et il y avait très peu de territoires avec autant de jolis RIA ou équivalent à Berre dans le Nord par exemple que chez nous. Donc on s'est dit voilà, destination Quimperlé-les-RIA, avec une note d'inspiration, une note de nature ici, parce qu'on a quand même un territoire très préservé, très protégé, très vert. Donc l'aspect nature est ressorti. Donc voilà, destination Quimperlé-les-RIA, naturellement inspirante. Et puis on a fait une promesse aux clients. Alors on ne dit pas ça tous les jours, tout le temps quand on parle, hein, mais ça nous sert de base, ça nous inspire quand on écrit, quand on prend des photos, quand on parle du territoire. Voilà, je vous la lis en Finistère Sud, une destination douce, inspirante, créative, aux paysages et patrimoines multiples, où chacun peut vivre ses aventures. Voilà, donc nous, ça nous inspire beaucoup. Et un petit rappel, on s'est dit, voilà, on s'est affirmé clairement comme Finistérien. Voilà, on est en Finistère ici, hein. On a cette chance-là, même si on aime beaucoup nos copains morbihanais, on est quand même en Finistère, mais on a la chance, alors ça ne se voit pas aujourd'hui, d'avoir une météo un peu plus clémente parce qu'on est dans le sud Finistère. Voilà. Donc les grands espaces du Finistère, mais la douceur du sud Finistère. Voilà, donc c'était un petit peu notre positionnement. On retrouve très bien dans les RIA. Donc on a fait travailler un graphiste du secteur pour nous dire, pour un petit peu retravailler ça, puis identifier un peu cette affaire. Donc vous retrouvez derrière ce qu'on appelle un bloc marque, avec destination Quimperlé-les-RIA. On reconnaît bien tout ce qui est code de marque Bretagne avec les aspects noirs, les lignes, et puis ce logo, ce dessin sur le côté. Alors on aime, on n'aime pas. Je vous explique un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors vous savez que les logos, on peut y voir plein de choses, hein. On peut passer des heures à discuter dessus. Une des interprétations pourrait être, c'est la graphiste qui nous l'a donné. Vous avez sur le parti bleu, le bleu glace, les rivières, les vagues, éventuellement la ligne blanche, les coiffes ou les lanières de coiffe. Le bleu, pardon, non, c'est le rouge, c'est bien un rouge. C'est l'île de Quimperlé, au centre de Quimperlé. Ça peut être aussi une voile aurique, ça peut être une vareuse, éventuellement, cette couleur un peu rouge brique. Le vert, la végétation, parce qu'ici on a la chance d'avoir un vrai territoire avec des vraies forêts. En Bretagne, il n'y en a pas partout, surtout des forêts qui viennent jusqu'à la mer, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a voulu vraiment l'affirmer. Et puis ce jaune que vous retrouvez en bas avec une forme un peu plus à angle assez dur, c'est la côte tout simplement, les RIA, le bord de mer, la plage, le soleil aussi. Et le fait que ça soit un petit peu plus net au niveau de la forme, c'est pour dire là, ici c'est une vraie zone clairement identifiée et pas une zone floue entre Quimper et Lorient. Ici c'est un vrai territoire, ce qu'on voulait aussi affirmer. Et je remets juste au-dessus, certains y voient un bateau. Certains ou certaines. Voilà, donc les logos, on peut y passer des heures. Voilà. Mais pour nous, c'était assez important de marquer un petit peu notre évolution. Pour aussi, je vous le remets, c'est inspiré du talisman de Sérusier. Voilà, parce qu'on est quand même dans un territoire inspirant. Voilà. Alors, évidemment, on décline tout ça. Donc, qu'est-ce que l'Office de tourisme, son rôle 1, je vous l'ai dit, c'est de promouvoir, valoriser ce territoire, donner envie de venir, ou quand on y est, envie de le découvrir. Voilà. Donc on fait plein de choses, on fait plein de brochures, vous doutez bien, les magazines, les guides pratiques, les guides hébergement, les matérialisés, les cartes touristiques, les agendas. Et là, vous découvrez les premières de couverture déclinées de notre positionnement par rapport au logo que je vous ai montré. Vous retrouvez des formes. Hein. Et puis aussi, là, vous retrouvez, par exemple, cette année, c'est l'île de Quimperlé qui est derrière, qu'on décline de toutes les couleurs. Et chaque année, on changera la forme. Ça vous donne une idée, avec un joli visuel dans le fond. Alors, un gros sujet... qui sortira fin juin, un nouveau site internet. Là, je vous ai fait une capture d'écran, juste pour montrer un petit bout, juste pour vous dire, en fait, notre objectif au niveau d'un office de tourisme,
c'est pas forcément montrer tout et travailler et faire la même chose que ce que fait notre ami Google. Si Google le fait bien, nous, ça sera un petit peu plus dur. Par contre, ce qu'on fait, c'est de valoriser un petit peu les expériences, c'est comment découvrir et vivre ce territoire. Donc on sera beaucoup sur le site internet sur effectivement des expériences. Là, c'est une maquette, donc c'est pas exactement comme ça, mais ça vous donne une idée. Vous retrouvez les couleurs, mais vous voyez, on est sur un flot d'expériences. Là, ça ne se voit pas, mais ce qui est le sous-titre avec les 2 lignes noires, ça sera systématiquement en breton. On aura ce sous-titrage bilingue systématiquement. Ce qui est aussi une particularité, il n'y a pas beaucoup d'offices qui le font en Bretagne. Donc voilà, notre idée, c'est futur site internet, montrer, donner envie sur ce territoire, faire vivre ce territoire, être un petit peu moins dans le descriptif pur ou dans le listing, par exemple, d'hébergement. On travaille énormément sur les réseaux sociaux, vous en doutez bien, dans la communication, et avec énormément de gens du territoire qui nous suivent, donc qui sont pour nous importants, puisque si on aime son territoire, on en parle bien, et ce sont les meilleurs ambassadeurs. Voilà, très classiquement. On travaille aussi sur de la communication un peu vers l'extérieur. Nous, notre priorité, c'est de travailler avant tout vers le Grand Ouest de la France pour être identifié, voilà, qu'on nous repère comme un petit coin de Bretagne, mais clairement sur une carte. Pour nous, c'est important. On le fait rarement tout seul, on le fait souvent en partenariat, soit avec nos copains de Lorient, on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme de Lorient, on travaille beaucoup avec le département du Finistère ou avec la région Bretagne. On mutualise, parce que plus on mutualise, plus on a de moyens et plus on est vu. Donc là, vous découvrez quelques communications très simples de 2022. Nouveauté 2023, on a recruté une agence de presse qui nous aide à pousser nos contenus et à pousser le territoire dans les médias, que ce soit des blogueurs, des influenceurs et ou des journalistes qui cherchent de l'information et qui ont besoin de sujets d'articles. Voilà. Donc elle pousse nos contenus. Là, vous découvrez le dossier de presse qui a été fait, qui est en ligne sur notre site internet si vous voulez aller voir. Donc c'est une agence rennaise, on voulait rester quand même un petit peu local. Notre deuxième mission, au-delà de la promotion, donc là, on ne vous a pas tout mis de ce qu'on fait, ça vous donne une idée un petit peu générale, mais les points importants, informer, donc voilà, vous avez devant vous 2 types d'informations. Voilà le bureau d'information qu'on appelle nous BIT, c'est le jargon de Quimperlé. La camionnette que vous voyez passer des fois sur le secteur l'été, on va sur les marchés, on va à la rencontre des visiteurs du territoire. Tous ne viennent pas nous voir dans nos bureaux, évidemment. Donc nous, on va là où les gens sont, là où il y a du flux, les marchés, les arrivées de bateaux, le parking de Carnot, etc., etc. Donc on a 3 bureaux d'information touristique ouverts à l'année. Donc le Pouldu, Quimperlé et Moëlan-sur-Mer. Un bureau saisonnier, donc RIEC, et Sker. Depuis cette année, nous sommes présents dans la médiathèque de Sker, 4 mois de l'année, voilà, dans le cadre d'un partenariat. Nous, ce qu'on pense, effectivement, je vous l'ai dit, il y a des gens qui viennent nous voir dans les bureaux, qui nous trouvent sur Internet, c'est très bien. Par contre, il y a d'autres endroits où on a besoin de passer de l'information, où il y a du monde. Donc on développe un réseau sur le territoire pour qu'on appelle, nous, des relais d'information touristique. On dispose, ce que vous voyez à l'écran, des casiers, on vient y mettre de la documentation de l'office régulièrement et on vient former les personnels ou les équipes qui sont en accueil dans ces secteurs-là pour qu'ils puissent apporter une première information aux visiteurs. Là, c'est par exemple ce qu'on a mis en place à la mairie de Banalec. Donc l'objectif, c'est à terme d'avoir 40 endroits sur le territoire équipés de ce type de casier pour avoir des relais là où on est un peu moins présent. Et aussi des partenariats avec des personnes qui aiment bien accueillir et qui aiment bien renseigner. Voilà. Alors un office de tourisme, ça informe, mais ça vend. Hein, on est aussi une structure qui vend, puisque c'est le bout de la chaîne. Quand on donne envie à un visiteur de visiter telle ou telle chose, s'il peut derrière acheter le billet pour y aller, c'est mieux. Nous, ça nous fait des rentrées. Et 2, on va au bout de la démarche pour le prestataire. Donc vous voyez, par exemple, on fait énormément de billetterie pour les compagnies maritimes. On vend aussi de la visite guidée en partenariat avec nos collègues du Pays d'Art et d'Histoire. On vend pour certaines communes du territoire des spectacles ou des animations. Donc on a pas mal de billetterie. Alors les offices de tourisme, c'est aussi un endroit où on fait découvrir le territoire. Et vous le savez tous, quand vous partez en vacances, vous aimez bien goûter ou ramener un souvenir ou goûter ce qui est fait sur place, donc les produits locaux, tout ce qui est local, hein, c'est très à la mode. Donc nous, on a ce qu'on appelle des corners, c'est-à-dire des endroits, des boutiques où on revend des produits du territoire, majoritairement fabriqués sur le territoire, en Finistère, au maximum en Bretagne. En général, c'est maximum 100 km autour de chez nous. Et ce sont des produits propres. Enfin, on essaie d'être le plus proche du local. Parce que ça permet de vendre des produits. Et 2, ça permet aux visiteurs qui disent tiens, il y a des biscuits ici, d'aller directement à la biscuiterie, par exemple, acheter un petit peu plus ou visiter le spot.
Donc c'est quelque chose qui marche très bien et qui illustre aussi ce qu'est un territoire. C'est la personnalité du territoire. Alors on informe aussi avec du virtuel, enfin du digital comme on dit. Donc il y a des applis que vous connaissez. Donc il y a l'appli Rando Bretagne Sud qui a été mise en place par Quimper les Communautés et Lorient Agglo. Il y a aussi une appli qu'on a mise en place avec nos collègues de l'Office de tourisme de Lorient qui est géolocalisée, qui est une appli de séjour. Vous êtes sur le territoire, vous la chargez et elle vous géolocalise et après elle vous propose tout ce qu'il y a à avoir à faire autour de vous, hein, que ce soit en particulier l'intérêt, c'est les fêtes et manifestations. Donc ça, un message important à vous faire passer. On a une base de données, je vais être un tout petit peu technique, qui est accessible à tous, où vous pouvez saisir vos animaux. Quand je dis vous, tout le monde peut saisir sa manifestation. Et cette manifestation, elle remonte sur nos outils, que ce soit sur notre site internet, sur nos agendas papier qui sortent régulièrement. Et après, ça irrigue via des flux, des partenaires comme Quimper les Communautés, la commune de Quimperlé. Et puis aussi, ça remonte au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. C'est une base de données en fait centralisatrice que les offices alimentent et qui irrigue plein d'endroits. Et c'est gratuit. Donc l'idée, si vous avez des choses à annoncer, c'est là-dessus que ça se passe. Donc c'est un très bon outil, accessible. Et s'il y a besoin, Lauriane chez nous est à la dispo de chacun d'entre vous pour accompagner s'il y a besoin. Mais c'est en libre accès 24/24. On appuie sur le bouton pour valider et puis après c'est parti. Donc voilà au niveau des missions d'information. Sur tout ce qui est développement, alors l'idée de développement, il y a deux aspects chez nous. C'est de se dire, voilà, on essaie de mettre en réseau les professionnels du tourisme, enfin tous ceux qui ont un intérêt au tourisme, pour les faire se rencontrer, tout simplement pour se renvoyer les clientèles, apprendre à se connaître et puis créer tout simplement un effet de réseau et pouvoir montrer les nouveautés, les différences et puis simplement recréer des liens, parce que c'est vrai que le Covid a quand même bien distendu les liens entre les professionnels et c'est un vrai besoin. Donc on organise ce qu'on appelle des matinées de découverte thématiques ou alors de lieux. Là, c'était pour la réouverture de Carnot, on avait fait venir une trentaine de socio-professionnels du tourisme du pays de Quimperlé, mais on invite en même temps aussi les professionnels du pays de Lorient et vice-versa. Deuxième aspect, l'idée, c'est aussi de valoriser ou de travailler sur des points forts du territoire qui nous différencient. Donc on a mis en place toute une démarche autour de l'huître du Bélon. Voilà, l'huître du Bélon, on a un nom quand même formidable. Il y a quand même, tout le monde connaît Bélon ou l'huître du Bélon en France, mais peu de gens savent que c'est ici que ça se passe. Donc on s'est dit qu'on allait travailler dessus et créer un réseau avec les ostréiculteurs et valoriser toute cette production, les métiers, les produits, etc. Et par exemple, là, quelque chose qui identifie ce qu'on fait, vous avez de fin avril, du 22 au 29, la semaine de Noria qui se passe chez vous, sur la côte, où il y a un ensemble d'animations et de découvertes ouvertes au public. Voilà, donc des petits moments intimistes, privilégiés. C'est pas des grosses jauges, c'est plein de petits moments comme ça où on peut rencontrer, discuter et goûter. Voilà. Donc du 22 au 29 avril de cette année. Et là, vous reconnaissez Damien. Toujours le même principe, la randonnée, les loisirs actifs. On travaille ça avec Quimper les Communautés, Lorient Agglo. Troisième semaine de juin à peu près chaque année. On fait des randonnées sur nos territoires où on va découvrir des activités de loisirs ouvertes à tous pendant une semaine. C'est pour les locaux, pour les habitants, mais aussi pour les gens qui sont en séjour chez nous. Donc c'est aussi l'idée de faire des choses sur des moments de l'année où il y a un petit peu moins d'activité. Vous voyez, on travaille sur le hors-saison, puisque là on fait la semaine de Noria, c'est pendant les vacances de Pâques. La semaine des randonnées et des activités nature, on est sur le mois de juin, c'est encore l'avant-saison. Et la troisième opération qu'on mène, c'est la semaine du tourisme économique et des savoir-faire qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint. Donc là, on fait ouvrir les portes de certaines entreprises et c'est ouvert évidemment à tous. Et donc, c'est encore pendant des vacances scolaires en hors-saison. Notre idée, c'est toujours d'avoir quelque chose à faire sur le territoire tout au long de l'année, pratiquement tout au long de l'année. En sachant que juillet-août, souvent les associations sont très présentes sur juillet-août en termes d'animation. Donc nous, on se met en retrait et on travaille sur les moments où il y a un peu moins de choses. Voilà, pour montrer que c'est un territoire qui vit toute l'année. Et donc on a mis en place avec le Pays d'Art et d'Histoire un programme de visite guidée tout au long de l'année. Il y a au moins une visite guidée par semaine de vacances scolaires tout au long de l'année, sauf les vacances de février. Donc il y a toujours quelque chose à faire quand on vient en séjour sur le territoire. Bien. Autre aspect, développer, c'est aussi valoriser notre territoire et le faire sortir un petit peu du flou. Donc on a fait rentrer, ça sera la deuxième année, 2 stations, Cloire et Moëlan, dans le réseau Sensation Bretagne, qui est un réseau des plus grosses stations de bord de mer
de Bretagne, un réseau volontaire, c'est associatif. Il y a 29 stations, il y en aura bientôt une 30e, et après ça sera fini. Donc on va de Cancale à Pénétin. Et donc l'idée, c'était pour nous de montrer que sur notre territoire, il y avait des stations de valeur et qui méritaient de jouer dans la cour des grandes. Voilà. Enfin, cour des grands. Donc on est rentré cette année. Donc c'est beaucoup de communication, beaucoup de relations de presse, beaucoup de réseaux sociaux. Et ça marche plutôt pas mal. Ça nous permet d'être reconnus dans cette Bretagne littorale. Dernier point sur tout ce qui est développement chez nous. On est très attaché, le point I en vert, sur tout ce qui est développement durable et RSE. Notre idée, c'est déjà d'être exemplaire à notre niveau et puis aussi de porter la bonne parole auprès de nos professionnels et du territoire. Donc on travaille dessus. J'ai quelqu'un qui est particulièrement délégué dessus et qui a la double casquette puisqu'elle s'occupe aussi je vous en ai parlé tout à l'heure, de tout ce qui est tourisme et handicap, l'accessibilité, puisqu'on pousse beaucoup là-dessus. On est en train de recenser par zone ce que l'on peut faire quand on a un certain type de handicap. Voilà. Donc pour nous, c'est deux choses très importantes et qui sont très porteuses au niveau développement sur les territoires touristiques actuellement. Et puis si on zoome un tout petit peu sur Moëlan, alors un nouveau BIT ouvert à l'année. Donc là, vous avez vu qu'on est en plein travaux dans la rue des Écoles. Donc on a bien avancé. Pour l'instant, je n'ai pas de date à vous donner plus précise que ça. On attend. Ce qui nous bloque, c'est Orange et Enedis. Voilà. Donc on est vraiment dessus, mais on est plutôt pas mal, puisqu'on a déménagé la semaine dernière. Et donc on attend vraiment la connexion avec Enedis et Orange. Là, c'est les deux. Le petit point de blocage, il est là-dessus pour l'instant. Donc dès qu'on a des news, on fait signe, mais on est dessus tous les jours. Et en particulier nos collègues de Quimperlé Communauté. Donc ça, c'était sur le BIT qui va bientôt ouvrir. Démarche autour de la valorisation de l'univers des huîtres, du bélon et des coquillages, je vous en ai parlé. Et vous, particulièrement, vous avez votre mot à dire avec tout ce qui se passe sur Mérien. Donc c'est une démarche qui concerne Riec et Moëlan prioritairement. Donc il y a un gros boulot là-dessus. Et on crée du lien entre Riec et Moëlan et ça avance pas mal. La semaine de Noria, je vous en ai parlé. Il se passe beaucoup d'animations chez vous. Le programme est en ligne chez nous. Et l'intégration sur Sensation Bretagne, voilà, qui date de 2 ans. Et voilà, en quelques mots, j'espère qu'on n'a pas été trop long et on est à votre écoute s'il y a des questions. Vous pouvez aussi, dans le public, poser des questions, hein, si vous en avez. Pourquoi vous n'avez pas? Tu vas prendre le micro. Oui, bonsoir. Pourquoi vous n'avez pas parlé des ports? J'ai rien vu passer sur les ports. Alors, vous pouvez préciser votre question par rapport à quoi sur les ports? Le tourisme en bateau qu'on peut accueillir et tout. Et il me semblait que, enfin, je sais pas, notre responsable des ports, en plus, a intégré le Belon dans une, je ne sais pas comment on appelle ça. Là. Le passeport escale. Passeport, voilà. Mais c'est indépendant, je pense. Alors, c'est ce que j'ai essayé de préciser. On n'a pas tout mis dans ce qu'on a présenté, parce qu'autrement, je pense qu'il n'y aurait pas de conseil municipal ce soir, parce qu'on aurait passé 2 heures. Donc, on a vraiment mis l'essentiel pour vous vraiment focaliser sur certains points. Après, sur les ports, on en parle au quotidien dans tous nos outils de communication, quand on accueille des personnes, tout simplement. Le port, il est indirectement aussi dans notre démarche autour de tout ce qui est huîtres du bélon et coquillages, puisqu'on parle de toutes les RIA. Là, par exemple, la semaine de nos RIA, ça se passe dans les ports. Il se passe plein de choses dans les ports. Donc, ce n'est pas une thématique, si vous voulez, à part entière. Chez nous, les ports, c'est transversal. Je ne sais pas, pour une commune de bord de mer qui a 3 ports, enfin, ça me paraît quand même assez important. Enfin, je sais pas, je suis surpris de ne pas le trouver, c'est tout. Si. Non, on en parle, hein, mais je n'ai pas forcément fait de zoom dessus. Peut-être on peut ajouter que l'Office de tourisme, c'est communautaire, hein, ce n'est pas que la commune de Moëlan-sur-Mer. Peut-être, bon. Il y a Douélan aussi. Hein. Oui. Mais peut-être dire 2 mots sur le passeport escale, Jean, parce que c'est. Oui, je peux dire 2 mots sur le passeport escale. Donc,
on a intégré ce système de passeport escale, c'est pour accueillir, inciter les gens à venir chez nous. Donc ça concerne que le port du Bellon pour l'instant. Il y a Douélan qui est inscrit au passeport escale depuis au moins 10 ans, et nous, ça fait 12 ans le Douélan. Et nous, on y est depuis 2 ans, et ça marche pas trop mal. On a démarré en juillet 2021, on a eu 40 visiteurs, et l'année dernière, on a eu plus de 200. J'espère que cette année, on aura au moins 300. Donc voilà. Donc c'est un petit peu à part. Ça concerne c'est pour inciter les gens à venir chez nous. Ils ne payent pas. C'est un système qui part du Maroc jusqu'aux Pays-Bas. Donc il y a à peu près 190 ports inscrits maintenant à ce système-là. Et c'est sympa, ça fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à mettre un petit restaurant au Bellon, quoi. Il y aura un petit food truck. Enfin, un food On truck va mettre un cet food été. truck, oui. Mais ce qui prouve bien que le Bellon, avec plus de 200 bateaux, c'est quand même une avancée, on va dire. Il y aura un food truck et il y aura des vélos à la disposition pour les visiteurs encore cette année, pendant 3 mois. Il faudrait peut-être demander le micro. Bonsoir. Je pense aussi à un distributeur de pain parce que les bateaux qui arrivent le soir, et ça ne doit pas être compliqué, ça, si? Il y avait l'année dernière, on avait mis ça en route. Malheureusement, vous le savez tous, qu'il y a eu un problème. On a perdu notre ami boulanger qui était à Kergouez et il faisait le service, il livrait son pain. Oui, et c'est pas possible cette année Pour de retrouver quelqu'un pour... non. Demander peut-être au Coxy Market si ça l'intéresse, mais ouais, il faut ça peut être ça. Mais je la vois pas autrement. participation d'un commerçant qui dégage du temps pour pouvoir livrer. Et puis... Non, c'est pour ça qu'il y a des vélos il y aura des vélos à disposition pour les visiteurs. Ça, ils pourront aller à Coxy, c'est pas très loin en vélo. Voilà. Mais vous savez, les navigateurs qui viennent dans la rivière du Bellon prennent leurs précautions parce qu'ils le savent qu'il n'y a pas de boulanger sur le port. Donc, de toute façon, ils prévoient du pain pour plusieurs jours. Hein. Moi qui navigue, je sais très bien qu'il faut prévoir du pain sur plusieurs jours. Hein. Oui, on n'attend pas le pain chaud quand on arrive dans un port. Hein. Ça serait agréable pourtant. Pardon ? Ça serait pourtant agréable pour eux. Oui, mais on va essayer de pallier à ce problème-là. Mais bon, pour l'instant, parce qu'on voit même dans certaines villes des distributeurs de pain, qui sont près des boulangeries, c'est sûr, mais qui sont à disposition 24 heures sur 24. Donc c'est... Oui, mais ça, ce sont les boulangers qui le portent. Oui, mais justement, comme les distributeurs de pommes de terre ou d'œufs. Il faudrait peut-être pouvoir impliquer un boulanger ou une grande... Déjà, on a une belle avancée quand même. Hein, donc... mais on demande toujours plus. Hein. Mais je sais. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions parmi les conseillers? Non, pas de questions. Non. Ouais. Écoutez, on va vous remercier et on va vous libérer. Et nous allons pouvoir passer au conseil municipal, en fait. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Et nous avons hâte de pouvoir découvrir les nouveaux locaux. Et nous espérons que la saison sera belle à tout niveau. Là, on voit déjà qu'il y a des touristes qui sont arrivés. J'ai été étonnée aujourd'hui de voir du monde. Oui. Donc voilà. Alors. On vous laisse. Alors, c'est quoi ça? Bizarre. Merci. Bonsoir à vous et merci. Bonsoir. À bientôt. Donc là, je vais donc ouvrir la séance. Et donc, je vais passer à l'appel. Alors, Jackie Abélard, Béatrice Andrieux, Véronique Bach, Benjamin Brunet, Christine Cipollina, Sylvie Fauglas, Christelle Fénéon, Marie-Louise Grisel présente, José Guigourez, Nathalie Guillonnet, Philippe Guivarch,
Gwenaëlle Herouet devrait nous rejoindre. Dominique Kiniarski. Ah bon, alors elle est absente. Tom Irlande. Annick Lecor. Delphine Madic. Dominique Malcoste. Yannick Moello. Isabelle Moigne. Brigitte Offrette. Jean Raison. Maryse Riwal. Christophe Rivalin. Alors, les procurations. Laurent Bellec a donné procuration à Jean Raison. Louise Bourlon-Tréguier a donné procuration à Christelle Fénéon. Franck Chanvril a donné procuration à Yannick Moello. Patrick Desfossés a donné procuration à Philippe Guivarch. Alain Richet a donné procuration à Sylvie Fauglas. Et Yann Sombray a donné procuration à Gwenaëlle Herouet, que nous attendons. Je pense qu'il est sur la route, il était au travail. Alors, je vais faire ma petite introduction, comme je fais à chaque conseil. Ah, voilà Gwenaëlle Herouet. Je venais juste de te citer. Tu peux dire présent. En discrétion. Ah non, mais les photos. Donc, je fais mon introduction. Alors, nous avons donc 2 conseils municipaux en 3 semaines. C'est très dense, mais l'actualité nous l'impose. Lors du conseil municipal du 22 mars, j'avais exprimé mes inquiétudes relatives à la dégradation de la digue de Brignot. Sans revenir sur le déroulé des faits, mes inquiétudes sans revenir sur le déroulé des faits qui ont été bien relayés par les médias, je tiens à remercier les élus et les cadres pour leur réactivité ainsi que celle de l'entreprise qui travaille d'arrache-pied depuis la dernière semaine pour sauver notre patrimoine. Alors, nous avons ce soir, vous allez voir, plusieurs points sur ce sujet. Alors, je voulais aussi évoquer mardi 4 avril la présentation qui a été menée par les architectes et les urbanistes de TLPA que nous avions mandaté il y a 1 an et qui a été très suivie. Ce sont plus de 220 personnes qui ont découvert les propositions d'amélioration sur du long terme, je dis bien sur du long terme, de notre centre-bourg. Alors, le vendredi 7 avril se tenait à Crozon l'Assemblée générale des maires du Finistère, à laquelle j'ai assisté. Ce moment de partage est un moment fort du mandat de maire. Alors juste, je voulais donner quelques chiffres. Sur le Finistère, nous sommes 277 maires, dont 59 femmes. Nous avons 21 EPCI, dont 15 communautés de communes, 5 communautés d'agglomération, dont la nôtre, et une métropole. Et 4 femmes président un EPCI en Finistère. Nous comptons 115 communes littorales et 6 communes nouvelles. Donc, c'est le panorama actuel de notre département. Alors, lors de cette assemblée générale, des inquiétudes relatives aux nombreuses démissions d'élus ont été exprimées tout au long de cette rencontre par les différents intervenants. Ce phénomène, nouveau dans son ampleur, n'est pas un bon signe ni un bon signal en direction des élections et ne peut hélas que minorer l'appétence de futurs potentiels candidats aux fonctions électives locales. Des compétences communales réduites et souvent mal identifiées par les administrés, la multiplication des contraintes dans un contexte de société crispée, voire agressive, explique certainement en partie ce constat face auquel je formule le vœu que l'État soutienne les élus locaux en général
et que le mandat de maire reste le plus beau des mandats. Voilà mon introduction. Alors, l'ordre du jour. Le premier point, nous avons l'approbation du compte-rendu de la séance du 22 mars 2023. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc, nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La majorité, merci. Alors, le premier point, donc, c'est le vœu, la disposition fiscale en matière de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Donc là, nous prenons acte, hein, c'est juste un souhait. Et moi, je souhaitais préciser que l'initiative de ce vœu revient au groupe Moëlan, une ambition commune, qu'il a été retravaillé en commission ressources et que notre majorité le valide. Et ce consensus est pour moi le signe que nous pouvons avoir des désaccords politiques, mais que heureusement, parfois, nous nous rejoignons et que je m'en réjouis. Alors, est-ce que je vais tout le lire? Oui, je lis tout. Bon, alors, c'est un peu long. Considérant que la taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023, mais que la taxe d'habitation est toujours due pour les résidences secondaires, considérant que désormais, un ménage résidant dans notre commune en tant que locataire ne paie pas plus de taxes locales pour le financement des biens et des services publics locaux, alors qu'ils bénéficient de ces derniers et que dès lors, ce sont les propriétaires de leurs habitations qui sont principalement mis à contribution pour le financement des projets municipaux, considérant que la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a modifié l'article 1636b, section du Code général des impôts, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties devenant le taux pivot en matière de règles de lien, considérant que l'article 73 de la loi de finances 2023 a étendu aux communes de moins de 50 000 habitants le périmètre des zones tendues en appréciant la tension immobilière à partir des prix élevés à l'achat et à la location, de la proportion élevée de résidences secondaires par rapport à l'ensemble du parc de logements, considérant la proportion importante de résidences secondaires et logements occasionnels à Moëlan-sur-Mer, 21,1% du parc de logements selon le dernier recensement INSEE, et l'augmentation du nombre de logements vacants, nous en avons 413 en 2019 contre 305 en 2013. Considérant qu'à l'instar de nombreuses communes littorales touristiques, Moëlan-sur-Mer est confrontée depuis la pandémie à une très forte inflation du coût des logements, ce qui pénalise les jeunes ménages qui n'ont plus les moyens de s'installer sur notre territoire communal et entraîne une perte de population néfaste au commerce local comme au maintien des services publics locaux. Alors, vu les différents articles, donc, le conseil municipal requiert que la commune de Moëlan-sur-Mer soit classée en zone tendue dans le prochain décret en application de l'article 73 de la loi de finances 2023, ce qui lui ouvrirait la possibilité de majorer le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à compter de 2024 et prend acte que ce classement en zone tendue se traduira par la mise en place automatique de la taxe des logements vacants au profit de l'État et que, dès lors, la commune ne percevra plus le produit de la taxe d'habitation sur les logements vacants décidée en 2021. Juge que le supplément de cette recette fiscale liée à la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est indispensable pour que la commune puisse mener une politique incitative en faveur du logement pour les résidents permanents et les saisonniers. Donc voilà, j'ai lu le vœu, donc il n'y a pas de vote, c'est simplement une prise d'acte. Voilà. Le deuxième point. Donc là, nous allons commencer à évoquer... Ah oui, j'ai oublié le secrétaire de séance. Excusez-moi.
secrétaire de séance, je pense qu'Isabelle s'était proposée. Voilà. Merci Isabelle. Alors, donc là, nous allons passer au dossier finance par rapport aux problématiques de la digue du phare de Brignot. Donc, il y a donc une demande de subvention. Donc, je ne vais pas revenir sur le déroulé de l'aggravation du môle et ses conséquences. L'estimation de la durée des travaux est de 6 mois environ, potentiellement en plusieurs phases, en fonction des données techniques à l'avancement du chantier et des conditions atmosphériques. Donc, la commune travaille aussi avec le Conservatoire du littoral et les phares et balises afin de permettre la réhabilitation du site. Alors, vous avez l'estimation des coûts prévisionnels. Donc là, vous avez des photos qui défilent sur les travaux. L'estimation des coûts prévisionnels des travaux. Les travaux de sécurisation, 886 541,50 €. Le chemin d'accès, 26 760 €, ce qui fait un total de 913 301,50 €. Et donc, le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant. La DSIL, 400 000 €. La région Bretagne avec le fonds maritime, 125 000 641,20 €. Le CD29, Pacte Finistère 2030, avec 75 000 €. Quimperlé Communauté, 80 000 €. Donc, on a estimé l'appel à soutien mécénat à 50 000 €. Et donc, le reste à charge de la commune sera de 182 660,30 €. Ce qui veut dire que quand même, les 900 000 € représentent un tiers de notre budget d'investissement, ce qui est quand même énorme. Donc, voilà où on en est pour le plan de financement. Vous dire qu'il a fallu qu'on prenne une décision très rapidement pour savoir si oui ou non on allait faire les travaux, parce que vous voyez bien, la digue se dégradait, le mauvais temps arrivait, et donc on a pris la décision très rapidement. Alors, ce qui veut dire que nous allons être obligés de reporter certainement un gros projet. Donc, on a pensé à la rue de Pontarlier, qu'on avait donc programmé pour 2023 et qui va certainement être programmé en début 2024 parce que on ne pourra pas faire autrement. Donc voilà. Donc il nous faut voter sur ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Alors toujours sur la digue et le phare. Donc là, nous proposons un lancement d'appel aux dons avec la Fondation du patrimoine. Donc je ne vais pas tout reprendre non plus. Vous avez le dispositif et il y a des jolies photos aussi dans le document que vous avez reçu pour le conseil. Alors sur site, plusieurs personnes se sont manifestées pour nous faire un don. Nombreuses, quand moi je m'y suis rendue, et beaucoup d'adjoints aussi et conseillers, étaient des personnes qui avaient travaillé à la conserverie et qui montraient leurs émotions. C'est vrai que ça a été assez émouvant. Et donc, pour la Fondation du patrimoine, on va un petit peu attendre le temps que le dossier soit envoyé pour savoir comment on va pouvoir organiser ce don, en fait, avec la population. Il va y avoir je pense que ça va être sur Internet, ça va être préparé. Moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe parce que je n'ai jamais fait ce genre de choses. Mais je pense que ça va être assez simple parce qu'on nous a posé des questions déjà. Ça va être assez simple de pouvoir donner. Chacun pourra donner ce qu'il veut, sachant aussi que ça peut être défiscalisé. Mais donc, il fallait que ça passe déjà en conseil municipal avant de pouvoir continuer. Voilà. Alors, toujours pour la... Donc là, il faut qu'on vote aussi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Le point suivant, c'est toujours pour la digue de Brignot. Donc là, c'est une avance remboursable du budget principal au budget annexe de Brignot, parce que comme je vous l'ai dit, là, les 900 000 €, le budget annexe du port ne les a pas.
Donc, on est obligé de faire un transfert de somme du budget principal vers le budget du port, tout simplement. Donc, c'est pareil. Là, il faut voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Donc, regardez bien les photos. C'est vrai que c'est assez impressionnant, les trous qui ont pu se former. Alors, le point suivant, c'est encore une décision modificative pour la décision modificative numéro 1 pour le budget principal, toujours. Alors, l'avance remboursable donc, pour Brignot est de 915 000 €, donc la dépense. Et donc, le budget annexe dans l'investissement pour les travaux portuaires, c'est 915 000 €. On en revient toujours à ces 915 000 €. Donc, dans l'attente de la confirmation des aides attendues, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, certaines opérations au BP 2023 pourront être amenées à être décalées dans le temps. Et il est à noter qu'une nouvelle décision modificative sera à intervenir dès que la commune aura eu connaissance des notifications d'attribution de subventions par les partenaires. Parce qu'en fait, on attend, mais on ne sait pas. Ce sont des prévisions. On est confiant, malgré tout, mais tant qu'on n'a pas l'argent, il vaut mieux être prudent. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. Nous devons aussi voter ce point. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors ensuite, on va laisser la digue. Et donc là, on va passer au rapport social unique. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de vote. C'est... Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Je voulais dire quelques mots oui. sur la digue. Oui. J'avais une question concernant le mât qui retient la balise. J'ai cru comprendre que le mât restait dans le môle et était coulé avec le môle. Et donc toute la partie supérieure avec l'échelle d'accès et puis la balise, ça c'est déboulonné par la balise. Alors déjà, on va laisser Jean répondre. Oui, il était impensable d'essayer de sortir le mât, parce que d'abord c'est très lourd. Et on ne pouvait pas mettre un engin sur le môle parce qu'il était complètement creux. Donc là, ils l'ont complètement noyé. Et là, actuellement, la dernière toupie qui est venue cet après-midi, ils ont mis encore 7 mètres cubes. Donc on est à peu près à 55-60 mètres cubes de béton déjà. Et le mât est complètement noyé. Il va être coupé à peu près à 30 cm du platage de pierre. Le reste va être retiré. Bon, déjà, il y a une partie qui a été retirée. Il ne reste que le fanal qui sera normalement retiré par Phare et Balise la semaine prochaine ou dans 15 jours. Il sera coupé, puis ça fait un renfort supplémentaire à l'intérieur. On appellera ça du béton armé, quoi. Voilà. J'ai trois petits trucs. Une deuxième, c'est concernant la Fondation du patrimoine. Là, j'ai discuté avec la directrice du Crédit Agricole qui, elle, gère le Crédit Agricole travaille avec la Fondation de France. Et donc, vous pouvez aussi la contacter parce qu'elle peut subventionner via la Fondation de France ce type d'action. J'ai rencontré une personne du Crédit Agricole quand je suis allée à Crozon et on va prendre rendez-vous. Mais oui, effectivement, oui, c'est vrai. Oui. Okay. Et donc le troisième sujet, donc là on est sur une réparation qui coûte, on va dire, 1 million d'euros à peu près. Est-ce que le préfet est au courant que c'est que de la réparation pour que ça soit périn? Ça se dit pérenne? Pérenne. Pour que la réparation soit pérenne, mais que ça nécessite 5 millions, je crois, de mémoire. C'est quelque chose comme ça. Si on veut mettre sous sarcophage l'ensemble de la digue, c'était pas des montants de ce cet ordre-là. Non, c'était 1 million. Pas plus d'1 million. Monsieur le préfet est au courant. Oui, bien sûr. Moi, j'étais en relation dès le lendemain avec la préfecture qui nous ont autorisé de prendre la décision de faire les travaux sans faire d'appel d'offres. Parce que si on avait attendu, de toute façon, la digue, elle partait. Donc, il a fallu qu'on prenne une décision. On le fait ou on ne le fait pas. Mais non, ce n'est pas 5 millions. C'est pas plus d'1 million. 1 million pour les travaux, mais là, je pense que ça sera pérenne. A priori, ce qu'ils ont mis, ils sont très confiants. Il y en a au moins pour 50 ans, donc on ne sera peut-être plus là. Mais
Est-ce Ah. que les travaux vont comprendre l'ensemble de la longueur de... Oui, oui. Ils ont fait des carottages et ils vont injecter du béton un peu partout, du coulis pour que ça passe partout, puis après du béton. Ouais, ils reprennent tout l'ouvrage. Ouais. D'accord, et y compris l'extérieur, parce que ça, là, Ah oui, tout à fait. Ouais, D'accord. ouais. Oui, ça sera comme elle était avant. Et en plus solide. Oui, parce qu'elle était creuse en fait avant. Bah, c'était vidé complètement. Ça s'est vidé complètement. Au niveau du musoir, c'est complètement vidé. Donc, nous passons au point sur le rapport social unique. Comme je disais, là, il n'y a pas de vote, hein, c'est juste une prise d'acte. Donc ça, c'est une synthèse qui est obligatoire et doit être présentée tous les 2 ans au comité technique. Donc, elle a été validée par le nouveau CST. Alors, le CST, c'est le comité social territorial qui remplace l'ancien CHSCT et CT avec des nouveaux membres. Donc, elle doit être validée, enfin présentée en conseil municipal. En fait, c'est un bilan social, une photographie sur le fonctionnement de la collectivité. Et donc, dorénavant, nous devons élaborer chaque année un rapport social unique. Donc, ce rapport sera rendu public et figurera sur notre site internet, qui est en cours de modification et d'amélioration. Alors, je vais peut-être vous donner quelques données. Nous avons donc l'effectif 84 agents, dont 67 fonctionnaires, 6 contractuels permanents, donc ça c'est en 2021, 6 contractuels permanents et 11 non permanents. La répartition des agents par catégorie, il y a une majorité de catégorie C, donc 86%, 7% pour les catégories B et 7% pour les catégories A. Les femmes sont plus représentées dans la collectivité. Dans le temps de travail des agents, ce sont les contractuels qui sont le plus à temps non complet. Il y a 3% d'hommes, ce qui est peu, à temps non complet, et 13% de femmes en 2021 à temps non complet. Donc, dans la pyramide des âges, en moyenne, les agents de la collectivité ont 50 ans. Donc, c'est assez élevé par rapport à la moyenne nationale qui est à peu près de 46-47 ans. Bon, ce qui peut expliquer parfois les maladies, les arrêts de maladie, les longues maladies. Nous avons eu en 2021 2 agents en disponibilité. Alors, les mouvements donc d'agents, en 2021, nous avons 5 agents qui ont intégré la collectivité. Nous n'avons eu aucun départ. Personne n'est parti de la collectivité. Aucun agent n'a bénéficié d'une promotion interne sans examen, ni avec examen lauréat d'un examen. Aucun agent n'a bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. Nous avons 25 agents qui ont bénéficié d'avancement d'échelon et 5 en avancement de grade. En 2021, nous avons eu une sanction disciplinaire. Alors, les charges de personnel représentent 54,7% de dépenses de fonctionnement en 2021. Les absences sont de 29,5 jours d'absence, donc pour tout motif médical par agent. Alors en 2020, c'était 40,5 jours, mais bon, il y avait le Covid, hein, donc je pense que ça a dû jouer. Nous avons déclaré 8 accidents de travail en 2021. La durée était de 26 jours. Alors par contre, en 2020, on avait donc une durée de 107 jours. En 2020, donc, il y avait que 2 arrêts de travail, mais qui ont été beaucoup plus longs. Là, c'était des petits accidents de travail, en fait, en 2021. Alors, sur les préventions et risques professionnels, nous avons une nouvelle agent assistant de prévention sur la collectivité qui a bénéficié de 16 jours de formation. Et donc, en 2021, il y a 63% des agents qui ont suivi une formation. Cela fait une moyenne de 2,2 jours par agent, ce qui est pas mal, hein. C'est vrai qu'à Moëlan-sur-Mer, les agents vont facilement en formation. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Mais on espère qu'ils continuent à y aller, et même un peu plus, parce que c'est toujours intéressant d'aller en formation. Nous avons eu, en 2021, 41 jours de grève recensés.
Et donc, nous avons eu 3 réunions en comité technique territorial et 3 en CHSCT. Donc, voilà. Et donc, voilà ce que je peux vous dire sur le RSU. Donc, c'est juste un acte à prendre. Hein. Donc, ça doit être public. Et vous dire que ça a été validé entièrement par le nouveau CST. Il n'y a pas eu du tout de souci avec le personnel, les représentants du personnel. Alors, toujours en RH. Oui, Christophe? Ouais, je voulais juste évoquer des chiffres qui, pour moi, se rejoignent tous les trois. Oui. Notamment au niveau des absences. Donc, pour le personnel qui n'est pas contractuel, hein, qui est bien fonctionnaire d'État, on est à 29 jours et demi d'absence en 2021. Dans le même temps, on a 8 accidents de travail. Oui. Et dans le même temps, on retrouve en partie formation. Effectivement, vous signaliez qu'il y avait eu des formations. Pour moi, si je lis bien le RSU, c'est les formations qui ont eu lieu, c'est les formations qui donnent des habilitations et des formations obligatoires. Oui. Donc on est dans des formations obligatoires. Alors que les formations en faveur de la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail, aucune n'a été faite en 2021. Oui. Ce serait peut-être un axe de travail peut-être pour les années à venir, parce que si aucune formation n'est faite justement dans la prévention, peut-être que les accidents de travail et les arrêts sont liés. Je ne sais pas si vous voyez de la logique qui est la mienne. Alors pour les formations, en fait, c'est l'effet boomerang de la Covid, en fait. Il n'y a pas eu de formation. Oui, je comprends. Ouais, mais c'est quelque chose qui est à prévoir dans les 2023, 2024, peut-être. Ah oui, c'est dans le plan de formation, bien sûr. Hein. Si. Alors, les formations obligatoires sont obligatoires. Sont obligatoires. Mais prévoir aussi des formations sur les peut-être gestes et postures. Oui, les gestes et postures, voilà, sécurité, gestes d'urgence. Mais qui permettraient peut-être de réduire les autres facteurs. Quoi. Oui, oui. Mais de toute façon, en 2022, il y a déjà des formations qui sont commencées. Hein, et c'est l'effet Covid qui a fait qu'il n'y a pas eu de formation à ce niveau-là en 2021. Hein. Donc voilà, mais c'est sûr que ça a un petit peu chamboulé. Quand on voit le RSU de 2020 et de 2021, ça a été complètement chamboulé par le Covid. Hein. Il y a eu des reports. Donc je pense que le 2022 sera beaucoup plus parlant et sur la collectivité, hein, à mon sens. Hein. Mais c'est sûr, et puis dans les formations, il faut en faire. Hein. Ça, moi, je suis tout à fait... d'accord avec vous, c'est important que le personnel aille en formation, même en formation qui ne sont pas obligatoires. Bon, après, c'est un coût aussi pour la collectivité. Quand les gens partent en formation, ils ne sont pas toujours remplacés. Voilà. Hein. C'est un coût s'ils sont en arrêt aussi. Exactement, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Tout ça, c'est lié. Hein. Oui, monsieur Guiffard. Juste une remarque. Je rebondis sur les accidents du travail qui sont en hausse, multipliés par 4 par rapport à l'année précédente. Il serait intéressant de nous présenter un petit peu les risques professionnels qui sont dans le DUERP, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, et de nous montrer les actions qui ont été mises en place pour les réduire, voire les éliminer complètement. Oui, ce sont surtout pour les réduire, ce sont les formations. Exemple, formation gestes et postures, parce que les accidents de travail, quand on regarde, sont souvent des problèmes musculaires, hein, squeletto-musculaires. Hein. Donc, ça a été des petits accidents de travail là qu'on a eu. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus oui, ça, c'est un travail de commission. Enfin, c'est surtout un travail avec le personnel en CST, avec le médecin du travail qui vient à chaque CST, plutôt qu'en conseil municipal, en fait, parce que ce sont des situations individuelles. On ne va pas sur les situations individuelles. C'est vrai que c'est un peu délicat, quoi. Mais c'est vrai qu'en CST, oui, c'est évoqué régulièrement. Au niveau de l'ergonomie, on a beaucoup travaillé là-dessus. Si, on peut le dire, hein, quand même, au niveau de la crèche, pour les problèmes de dos, au niveau de la cuisine aussi. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Hein. Mais ça se voit en CST plutôt qu'en conseil. Parce que c'est vrai que là, moi, j'ai détaillé. C'était pas une obligation de détailler, mais c'est sûr que c'est en CST qu'on doit avoir tout ça. C'est vrai que le CST,
c'est quelque chose d'assez dense, qui prend beaucoup de temps, et il faut être à l'écoute du personnel, et je pense qu'on l'est vraiment, et c'est important de l'être pour la bonne continuité de la collectivité, hein. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, puisque il n'y a pas de vote. Donc, on a pris acte de ce rapport. Je tiens à remercier quand même Christine, notre RH, qui a fait un sacré travail là-dessus quand même, en passant. Donc là, le point suivant, ce sont les modifications des effectifs, toujours en RH. Alors, suite au mouvement de personnel actuel et à venir, ainsi qu'aux nouvelles modalités d'organisation, donc il a été proposé de modifier le tableau des effectifs et des emplois. Donc il y a des modifications de postes. Alors je vais pas, ça a été vu aussi en commission. Donc la médiathèque, il y a une affectation d'un agent d'accueil en médiathèque jeunesse. En espace jeune, il y a une affectation à 100% aussi de l'agent. Il y a une redéfinition du poste de chargé à l'urbanisme. Le courrier qui était et maintenant le courrier qui arrive en mairie est pris en charge par l'administration générale, chose qui n'était pas faite avant puisque c'était la chargée à l'urbanisme qui gérait le courrier. Il y a un renfort à l'accueil CCAS parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a des demandes des usagers qui sont en hausse. Et donc moi je tenais à rappeler la suppression du demi-poste sous l'ancienne mandature, alors qu'on avait une convention avec l'ADMR donc ça a été supprimé. Donc on a bien senti qu'il y avait un petit manque. Donc pour pouvoir pallier à ce manque-là, nous allons redéployer les heures de l'agence postale de Kergouez. Donc actuellement, il y a à peu près 55 heures de validées par mois. Et les heures en fait, pour lesquelles nous sommes grassement payés sont de 40 heures par mois. Donc on va les baisser. On va essayer de les baisser à 40 heures, sachant qu'il y a de moins en moins d'usagers qui passent à la poste de Kergouez. Il n'y a plus de courrier, donc visiblement ça ne posera pas vraiment de soucis. Donc on va essayer de baisser à 40 heures. Bon, si vraiment ça pose problème, on reviendra en arrière. On va faire un essai pour pouvoir permettre au CCAS d'avoir un peu plus de temps, sachant que pour l'instant, on ne peut pas mettre un poste à pourvoir pour l'instant. Donc voilà. Alors, il y a aussi le recalibrage de l'emploi d'assistante en comptabilité et ressources humaines, avec une création d'un emploi de catégorie B, responsable finance et performance de l'achat public. Donc l'achat public, c'est la commande publique. Donc cela représente l'ensemble des achats réalisés par notre collectivité, les fournitures, les travaux, etc. Bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait personne de vraiment ciblé et dédié pour l'achat, les achats, et c'était quand même un manque. Donc on voulait y remédier. Donc voilà. Il y a aussi les créations de postes. Donc on supprime, parce que ça à Mouillan c'était, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Il y avait beaucoup de temps partiel, le personnel n'était pas à temps plein, on avait des 0,86 temps plein, 0,72 temps plein, alors que les gens auraient aimé être à temps plein. Il fallait les remplacer. Bon. Donc là, on supprime ces temps partiels pour les passer à temps plein. Pour une meilleure organisation du service, une motivation aussi des agents et aussi un confort salarial parce que c'est quand même mieux d'être à temps plein. Sachant que nous, on devait à chaque fois prendre des contractuels qui nous coûtaient plus cher. Donc voilà. Il y a aussi, donc il y a un autre poste qu'on va créer. Nous avons donc un plateau sportif qui est compétitif et un nouvel espace jeune que nous souhaitons développer et dynamiser pour le bien-être physique et social de nos jeunes. Donc pour ces raisons, nous allons créer un poste de responsable de service des sports à temps complet de catégorie B. Donc je rappelle juste que les communes environnantes ont étoffé leurs services sportifs, même jusqu'à
3 postes. Donc à Moëlan, nous avions un énorme retard quant à la politique jeunesse et sport, donc sans oublier aussi le sport santé, qui concerne toutes les pyramides d'âge. Donc pour toutes ces raisons, nous créons un poste de responsable de service des sports à temps complet de catégorie B. Bon, il n'est pas encore acté. Donc à ce sujet, je voulais juste aussi ajouter que l'inauguration du nouvel espace jeune sur le site de l'Ellipse aura lieu le 17 mai et il y aura donc une porte ouverte ce jour-là. Donc voilà, tout ça, ça a été vu en CST et ça a été validé par le personnel. Il n'y a pas eu du tout de remarques, rien du tout. Donc nous devons nous prononcer sur ces modifications des effectifs et des emplois. Monsieur Guivarch. Oui, juste une remarque générale. Donc ça fait plus 1,42 ETP et un repyramidage de catégorie C en catégorie B. Depuis le début du mandat, sauf erreur de ma part, ça fait plus 5,4 ETP. À un moment donné, il faudra que les Moëlanais voient les plus par rapport à la situation d'avant. Au niveau accueil, J'ai pas compris. Il faudra que les Moëlanais voient les plus. Ah oui, voient le plus. L'amélioration. Ah oui, d'accord. L'amélioration par rapport à la situation d'avant. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien. Bah, ils vont le voir, je pense. On va dans le même sens, là, non? On y va. Ah bah, c'est très bien. Et on espère que les Moëlanais verront des améliorations. Oui, je comprends. Mais nous aussi. Mais 5,4, c'est pas négligeable. Non, on s'inscrit dans le long terme. Et donc, je pense que... Oui, mais on avait énormément de retard. L'audit l'a bien spécifié. Ça a été repris par l'audit. Si on a mis un audit en place, c'est parce qu'on voyait bien qu'il y avait quand même quelques petits soucis. Et on voit bien par rapport aux autres communes, on était en retard. Et quand je parle du sport, il n'y avait personne. On n'avait personne au sport. Alors qu'on a un plateau sportif superbe. Et on n'était vraiment pas bon là-dessus. C'est vrai. Donc... Comment? Le meilleur plateau sportif de Quimperlé-Communauté. Non. Mais c'est sûr que oui, ça fait du personnel en plus, mais je pense que, il faut raisonner aussi. Par exemple, quand on dit là, en fait, il y a les temps pleins là. On met des temps pleins à la place des temps partiels, mais en fait, on a aussi fait un switch avec l'été. On va avoir moins de contractuels aussi. On va mettre plus du pérenne plutôt que... Parce qu'en fait, à Moëlan, c'était un peu une coutume, je ne sais pas pourquoi, c'était toujours haché, en fait. Il faut aussi du temps long, il faut que le personnel s'investisse sur du temps long. Parce que prendre des comptes, c'est bien d'avoir des contractuels, mais le temps qu'ils se mettent en marche, qu'ils comprennent le fonctionnement des services, c'est jamais facile non plus. Donc c'est aussi pour ça que... oui, c'est vrai que ça fait des postes en plus, mais c'est pour un mieux. Voilà, c'est à coût constant pour une partie parce qu'on a vraiment fait un remaniement complet. C'est vrai que pour le personnel, il y a eu du gros changement, ça c'est sûr, mais c'est pour un mieux et il faut laisser le temps au temps, tant que tout le monde se mette en ordre de marche, comme on dit, pour que tout le monde se retrouve et prenne ses marques dans la collectivité. Et voilà, on est assez confiant. Voilà. Donc là, il faut donc que nous votions sur ce point. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, le point suivant, c'est la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du Littoral. Alors, ça devait être présenté par Laurent Bellec, mais comme il est retenu par ses obligations professionnelles, c'est Yannick Moello qui va le présenter. C'est la parole à Yannick. Merci. Donc, vous l'avez vu, les actualités montrent bien que le Conservatoire du Littoral est un acteur premier dans la gestion de notre côte et surtout aussi sur la préservation de la biodiversité. Donc, cette convention va permettre aussi d'avoir une politique partagée avec Quimperlé-Communauté et puis évidemment la commune pour accueillir, on a parlé des touristes, de l'affluence des touristes, mais il faut aussi travailler sur une grande pédagogie, les touristes comme d'ailleurs pour les personnes habitant la commune. Donc le conservatoire possède des sites naturels
Ces sites, c'est la rive du Belon, au nord. Vous avez le site des Landes de Malachap à Kerfani et puis la presqu'île de Mérien, donc au sud-est de la commune, pour un total de 230 hectares environ. Donc depuis 3 ans, la communauté de communes de Quimperlé assure la coordination et la gestion de l'ensemble des sites concernés, propriétaire du conservatoire donc, du littoral et du département du Finistère, situé dans sa zone de compétence par voie de convention. En parallèle, les communes donc, assurent le rôle de gestionnaire sur les sites donc, cités. Et puis, l'article donc, L322.9 du Code de l'environnement prévoit que les immeubles du domaine relevant donc, du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements. Ce qui signifie donc qu'il y a une politique commune donc, qui, au préalable, à voir à chaque fois qu'il y a une action menée ou des missions de préservation ou autre. Et donc, cet accord, sans cette convention, on ne peut rien faire, globalement. Donc, il faut absolument être ensemble. Et dès le début. Donc, on aurait, et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui voudraient qu'on mette ceci, cela, à tel endroit, etc. Mais tout ça, c'est possible à partir du moment où c'est vu et validé, en fait, avec l'ensemble des partenaires. Et avec l'association, bien sûr. Ainsi, donc, la présente convention a pour objet de confier à la commune de Moëlan, dans la limite des responsabilités de chacun, la gestion des sites terrestres des rives du Belon, des Landes de Malachap à Kerfani et la presqu'île de Mérien, acquis par le Conservatoire du littoral. Donc, elle définit les droits et obligations des parties contractantes. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Christophe Rivalin. Oui, j'avais une question. C'est concernant l'utilisation lors d'épreuves sportives, par exemple. Tu vois où je veux arriver, Yannick? Oui. Quand Courir à Moëlan fait son trail, qui aura lieu dans pas longtemps, le 21 mai, le conservatoire du littoral lui demande de payer 1 euro par coureur qui participe à la course. Dans le même temps, on nous demande d'être gestionnaire d'une partie de ce GR-là. Donc c'est un petit peu, vous exploitez, vous êtes exploitant du sentier, vous allez l'entretenir, vous allez mettre des escaliers, des machins, des tables et tout ça. Et puis en même temps, on demande aussi à être payé. Donc je trouve ça un peu fort de café. Si les 1 euro arrivaient peut-être à la mairie de Moëlan, je pourrais comprendre. Mais que les 1 euro partent au conservatoire du littoral, j'ai du mal à comprendre. Alors, je vais vous expliquer. La situation, c'est qu'auparavant, cette convention n'a pas été signée. Et donc, parce qu'elle va être signée, les 1 euro donc, vont au conservatoire, mais vont être reversés à la commune parce que nous aurons signé la convention et sera reversé à l'association. Alors, vous allez me dire, ça fait un moulin, mais il n'y a pas que du sport. Il y a aussi, imaginez, il y a un festival, par exemple, le festival du bout du monde, enfin, etc. Si la commune constatait qu'il y avait des dégradations et qui étaient coûteuses, ça ne serait pas reversé. Donc il y aurait une avance sur réparation, si je puis dire. Donc voilà, il était temps qu'on signe en fait la convention. Elle aurait pu être signée sous la mandature précédente. Hein. Comment? Non, mais je sais. Alors j'étais justement avec les associations tout à l'heure à préparer des circuits, mais c'est important, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec Quimperlé Communauté et donc les associations et puis la commune, avec l'autorisation évidemment d'aménagement de circuits trail permanents qui vont arriver. Je vous ai déjà présenté ça en commission, mais j'aurai l'occasion d'en reparler parce que c'est une manière d'avoir justement une signalétique qui soit validée dès le début pour ne pas avoir à refaire ou faire du bricolage et perdre du temps, quoi. Voilà. Donc il nous faut voter cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Le point suivant, c'est encore... ah oui, pardon, c'est Christelle. Sur la vie associative et les dénominations des salles associatives.
Bonjour à toutes et tous. Oui, alors moi je vais vous parler de la MLC à la demande de plusieurs associations et des services aussi. Et afin d'éviter des confusions dans l'occupation et la gestion des salles associatives de la MLC, il a été décidé de revoir leur dénomination. Actuellement, pour ceux qui ne connaissent pas, les salles de la MLC sont communément appelées, alors dans la MLC ancienne, la petite salle, la moyenne salle et la grande salle, et dans la MLC nouvelle, la salle multifonction et la salle de danse, sachant que la salle multifonction, les gens l'appellent la grande, et que la salle de danse est aussi grande que la salle multifonction. Vous voyez où je veux en venir, ça a parfois mené à quelques quiproquos. Du coup, on est parti du principe que plusieurs salles communales utilisées par les associations et les partenaires de la commune portaient déjà des noms de sites d'intérêt du littoral moellanais. Donc à l'Ellipse, pour mémoire, nous avons la salle Brignot, la salle Mérien et la salle Trénaise. Et à la Maison des Solidarités, des espaces qui sont dénommés Port-Bali, Gorgène et Île-Percée. Il est donc proposé aujourd'hui au conseil municipal de poursuivre dans cette voie et de donner aux salles de la MLC le nom de points d'intérêt situés le long du littoral moellanais, à savoir pour la petite salle le nom de salle Lanriotte ou Lanriot, pour la moyenne salle Lanriotte, voilà. Ouais, Lanriotte. Pour la, non mais il n'y a pas que des Bretons. Pour la moyenne salle, la salle Keraba. Pour la grande salle, la salle Portec. Pour la salle multifonction, la salle Poulguen, sachant que c'est le Poulguen en bas de Kermerzak, puisqu'on a eu un petit sujet, une petite discussion sur l'orthographe, et qu'il y a un autre Poulguen à Moëlan, mais c'est voilà, donc on a choisi. Et du coup, celui-ci ça s'écrit avec 2 L et 2 N. Et la salle de danse s'appellera, si vous en êtes d'accord, désormais la salle Malachape. Pour vous dire aussi que ce changement de nom sera effectif en septembre, au moment où on réattribuera les salles. Voilà, donc le conseil est appelé à approuver les dénominations de ces salles. Merci. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques? Non, je pense que c'est une bonne chose. Là, on peut être tous d'accord. Hein. Il y aura des bons repères pour la suite, pour les réservations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour l'unanimité? Merci. Ensuite, il y a donc la convention. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises, moi je suis un peu perdue là. Alors maintenant, on passe aux affaires communautaires. Donc, c'est la convention de mise à disposition des locaux pour l'ouverture de l'office de tourisme. Alors, en fait, ce n'est pas Monsieur Moello qui présente, hein, c'est Christelle Fénéon. Hein. Si vous avez bien suivi, les petites coquilles, on a mis Yannick Moello, mais c'est Christelle qui va présenter. Oui, donc juste je vous rappelle que Quimperlé Communauté exerce depuis le 1er janvier 2012 la compétence tourisme, qui comprend les missions donc d'accueil, d'information et de promotion touristique. On en a largement parlé tout à l'heure avec la présentation du directeur et du président de l'Office de tourisme. Pour pouvoir maintenir des bureaux d'information touristique sur l'ensemble du territoire, des biens ont précédemment fait l'objet de mise à disposition de la part des communes vers l'intercommunalité afin de maintenir un maillage pertinent de points d'information. La commune de Moëlan-sur-Mer, dans le cadre de cette compétence transférée, avait mis à disposition de Quimperlé Communauté le local près de Rungis, donc situé sur la parcelle cadastrée AE 129 au bourg. Cet espace ne répondait plus aux besoins exprimés pour mener la mission d'information et d'accueil du public. Donc, d'un commun accord, il a été décidé de suspendre cette mise à disposition au 31 mars dernier et de procéder à son remplacement par la mise à disposition à titre gracieux d'un nouvel espace plus fonctionnel permettant de satisfaire aux besoins de l'Office de tourisme. Donc le lieu, vous le connaissez, on en a parlé tout à l'heure, c'est une partie des locaux de l'ancienne bibliothèque. Donc, les locaux mis à disposition sont d'une superficie au sol de 92,58 mètres carrés exactement. Le bien est mis donc à disposition de la commune à titre gratuit dans le cadre de ce transfert de compétences. Et après discussion, donc il est mis à disposition à compter du 1er avril 2023 pour une durée indéterminée.
Et après discussion en commission, il est proposé au Conseil d'approuver la convention qui a été jointe en annexe en apportant la modification suivante à l'article 9 que je vous lis. Il pourrait être mis fin à tout moment à la présente convention par l'une ou l'autre des parties, suivant un préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Non. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci beaucoup. Alors, le prochain sujet, c'est la sollicitation du Fonds de concours Petit Patrimoine de Quimperlé-Communauté. C'est Yannick qui va présenter. Oui, donc c'est pour répondre à une demande, mais à juste titre, des habitants de Kersecole, près du port de Mérien. Donc le four à pain de Kersecole, construit au XVIIIe siècle, donc proche de l'océan, est situé au cœur du village, est un édifice donc rassembleur qui a déjà rassemblé lors d'autres manifestations il y a une quinzaine d'années, des fêtes du pain. Et donc l'idée, c'est de repartir sur une fête du pain au profit de la SNSM, c'est ce qu'ils souhaitent. En tout cas, ils souhaitent créer une association pour pouvoir refaire du pain dans cet espace, avec surtout l'idée de le restaurer de façon à ce qu'il fonctionne et qu'il ne soit pas, comme ça a été le cas, je crois, abîmé parce qu'il a été trop chauffé trop vite. Donc il faut être un peu expert pour faire cela. Je ne me trompe pas, Dominique. Alors, financièrement parlant, eh bien, le fonds de concours, c'est une demande de 40% de taux de participation à Quimperlé-Communauté et reste à charge pour la commune de 60%, pour un total de 14 993 € hors taxe. Voilà, donc vous pouvez vous exprimer. Avant de goûter le pain, je l'espère. Oui, Brigitte. Je voulais poser une question parce qu'il y a un four à pain aussi du côté de Kersiou qui avait été racheté par la commune et qui est toujours pas rénové. Oui. C'est dommage. Et puis il y a une bâche dessus, mais elle est prête à partir. Donc l'ancienne personne qui s'en occupait, enfin bon, elle est décédée, mais sa femme, elle est attristée de voir ce four à pain comme ça, quoi. Alors, par rapport à celui-ci, pourquoi ne serait pas restauré? Oui, alors la première chose, donc, c'est l'idée de faire marcher, fonctionner le four à pain, c'est une bonne chose parce que ça rassemble la population autour du four. Donc ça, c'est une bonne chose. En plus, c'est au profit de la SNSM. Je pense que c'est une volonté de beaucoup d'anciens marins d'ailleurs. Et puis pour l'autre four, on a fait faire un devis. Il est maintenant un peu plus de 80 000 €. Donc c'est une autre somme. Bon, vous allez me dire, fonds de concours où on pourrait. Bon, on a Brignot pour l'instant. Ça pourrait venir ensuite, mais il faut qu'on fasse peut-être appel au fonds du patrimoine également, et de façon à ce qu'on puisse avoir des fonds pour pouvoir le réaliser. Une fois réalisé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le fait fonctionner? Je n'en sais rien non plus. Donc, il est en tout cas à complètement déconstruire pour pouvoir être reconstruit. Donc, j'ose imaginer que les 80 000 €, ce n'est pas du définitif. Voilà. Donc, c'est le coût, en fait. C'est le coût. Il y a d'autres fours qui sont tombés dans le même village, d'ailleurs. Et dans beaucoup de villages, il y a des fours. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, voilà. Bon. Mais ça serait bien, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une contribution. Peut-être qu'on y reviendra au four à pain. Ben oui, parce qu'au train où ça va, il faudra peut-être trouver de l'eau après. Merci. Donc, il va falloir. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non, personne. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité. Merci pour le four. Et on espère manger du pain. Alors, ensuite, donc, là, nous allons passer au rapport annuel d'accessibilité
Et c'est Christine Cipollina qui va faire la présentation. Bonsoir. Donc, afin de permettre à chacun une meilleure lisibilité, je vais vous présenter ce rapport sous forme de PowerPoint. Donc, ce rapport est présenté dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi prévoit notamment la création d'une commission communale d'accessibilité dans les communes de plus de 5000 habitants. Ce rapport annuel est présenté au conseil municipal. L'ADAP, qui se traduit par agenda d'accessibilité programmée, a débuté en 2015 et s'est terminé en 2022. Il s'agit donc du dernier rapport annuel qui a été présenté aux membres de la commission communale pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap le 23 mars dernier. Il dresse le bilan des dernières actions entreprises et de celles à venir en 2023. Les travaux effectués en 2021 et 2022 sont les suivants. Concernant l'église Sainte-Mélène, afin de faciliter l'accès au parvis, des clous ont été posés permettant ainsi la création de dalles podotactiles afin de signaler aux personnes atteintes d'une déficience visuelle un obstacle ou un danger, et des mains courantes ont été installées. Concernant la chapelle Saint-Philibert, la réalisation d'un chemin stabilisé en sable et chaux permet un accès sécurisé à son entrée depuis le parking de la place Lindelfeld. Concernant le centre-bourg, et plus particulièrement l'aménagement de la rue Cécile Ravalec, afin de faciliter le cheminement autour du parking de l'église et pour desservir la mairie, la poste, et à cette époque-là, c'était et l'office du tourisme, des rails de guidage en pépite ont été créés et des dalles podotactiles ont été installées. Donc donc on sait très bien que l'office du tourisme va être un peu transféré. Concernant les sanitaires du port de Brignot, la création d'un cheminement PMR en pépite permet une circulation aisée des personnes en situation de handicap, ainsi que l'ajout de plots en bois. Le remplacement de la porte du sanitaire PMR et des équipements permettent d'en faciliter l'accès. Concernant le tennis club, la création d'un sanitaire PMR, le remplacement du bloc porte et des équipements lavabo, WC, douche et siège de douche a permis une parfaite accessibilité. Concernant les sanitaires du bourg, la porte du sanitaire PMR et les équipements ont été remplacés. Concernant les sanitaires du port de Mérien, il a été créé un sanitaire PMR, les remplacements du bloc porte ainsi que des équipements lave-mains WC ont été réalisés. Une rampe PMR en enrobé a été ajoutée. Concernant les sanitaires port du Bélon, a été effectué les travaux suivants. Création d'un sanitaire, PMR, remplacement du bloc porte et des équipements lavabo, WC, douche et siège de douche, ainsi que la réfection de l'enrobé depuis la place de stationnement PMR jusqu'au sanitaire. Concernant la plage de Trénaise, pour permettre une accessibilité aux sanitaires, une reprise du parvis extérieur a été réalisée. Concernant l'arrière-plage de Carfagny, il a été créé un cheminement PMR reliant le platelage bois du parking de la plage au bloc sanitaire PMR. D'autres travaux hors ADAP sont en cours de réalisation afin de permettre une meilleure accessibilité. Il s'agit de la refonte du site internet mairie. Concernant l'espace jaune, de l'installation de signalétique extérieure et intérieure avec pictogramme, avec fléchage vers l'ascenseur en raison de la forte pente pour accéder à cet espace, et de la pose d'un sol PVC anti-résonance. Pour finir, l'achat de boucles magnétiques portatives installées à l'accueil de la mairie, des services techniques, du CCAS, de la poste et du cinéma. Pour moi, c'est fini. Merci Christine pour la présentation. Moi, je voulais ajouter que depuis plusieurs mandatures, en fait, on est des très bons élèves. C'est vrai que
on s'y est tous mis, hein, au niveau de tout ce qui est accessibilité. On est vraiment, je pense on a une des communes où on n'est pas en retard. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mandatures. Moi, j'ai le souvenir, on a toujours travaillé sur les problématiques PMR et c'est très bien. Y a-t-il des questions? Monsieur Guivarch, oui. Oui, donc là, on avait un programme de réalisation 2015-2022. En 2023, on a quelques reports, quelques rattrapages. Voilà. On n'a pas un nouveau programme pour les années à venir? Non, le programme est terminé. Ce que je disais tout à l'heure, on a bien travaillé tous. Mais on va continuer à travailler sur tout ce qui est accessibilité. À chaque fois qu'il y aura possibilité d'amener une amélioration, on le fera, bien sûr. Oui, il y a certainement des choses à faire encore. Ah bah oui, de toute façon. Et puis aussi penser la rénovation du bourg en lien avec la commission accessibilité des handicaps, parce que franchement, il y a tellement de travaux qui vont être prévus, c'est à prévoir dès la base, dès le début. Je pense que c'est prévu. On y travaillera, oui, il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, il n'y a pas de vote, c'est juste, on prend acte du rapport. Donc nous allons terminer ce conseil par la modification des tarifs portuaires. Donc nous avons commencé par le port de Brignot et nous finissons par les ports. Alors, ce n'est pas une modification au niveau des tarifs eux-mêmes, c'est simplement une présentation. Dans le cadre de Passeport Escale, le logiciel de Passeport Escale, lorsqu'un port reçoit des multicoques, il se base sur la base des monocoques par un coefficient de 1,5. Donc on a refait une présentation des tableaux avec les monocoques à gauche et à droite la partie multicoque, que ce soit catamaran ou trimaran, par un coefficient d'1,5. C'est juste une présentation. Et sinon, il y avait une petite coquille dans l'accès au cale des mises à l'eau par les professionnels. C'est-à-dire les professionnels mettent tout au long de l'année un certain nombre de bateaux, on va dire de 50 à 300 bateaux. Et il y avait une petite coquille dans le tableau, c'était de 50 à 100, et après on passait de 150 à 200, et donc c'est de 101 à 200. Voilà, c'est juste ça, c'est une petite modification. Voilà. Merci Jean. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, c'est juste un réajustement. Ceci dit, nous n'avons pas beaucoup de multicoques. Des trimarans? Non, mais des catas, oui. Des catas, oui, mais les trimarans. Il y a des jolis catas qui rentrent quand même dans le bélon. Oui. Trimarans de course, pas encore quelques-uns des fois. Oh, c'est très rare, c'est des petits. Nous devons donc voter sur ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci. Écoutez, là maintenant, nous allons passer aux questions diverses. À la question diverse. Il n'y en a qu'une. Donc, je vous laisse la lire. Et, Oui, c'est donc une question sur le village d'artisans de Bazenhuenne. Donc, la friche de l'ancien intermarché à Bazenhuenne a été acquise par Quimperlé Communauté. Opportunité immobilière et foncière, elle a été saisie dans un contexte de réduction de la consommation des terres agricoles. Et dans le même temps, dans une sorte de deal, le projet de zone artisanale à Cabertou, Carvignac, Kerana a été abandonné. Sur le site de Bazenhuenne, la création d'un village d'artisans a alors été actée, avec l'espoir du développement d'une nouvelle économie. Des travaux de démolition ont débuté il y a plusieurs mois, puis ont été interrompus. Depuis, rien ou pas grand-chose. Dans le même temps, de nombreuses entreprises s'installent à Carvidanou. Après un investissement de 155 000 € en 2022 et la récupération d'une indemnisation de 270 000 € via l'assurance à la suite d'un incident, 330 000 € d'investissement sont inscrits au budget primitif 2023 de Quimperlé Communauté pour la démolition et la dépollution du site. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, nous rassurer sur les réelles intentions de Quimperlé Communauté et, si possible, nous indiquer un calendrier de la mise en œuvre de ce village? Oui, merci pour cette question. En fait, c'est une question qui concerne Quimperlé Communauté. Mais comme je l'ai dit au dernier conseil communautaire, parce que je pense que Christophe avait déjà posé la question, au dernier conseil, un petit peu différemment, mais je me souviens, si. J'avais même ajouté que les riverains, c'est vrai, les riverains de Bazenhuenne, rappelez-vous, étaient en attente
aussi d'un projet esthétique, parce qu'en fait, eux aussi, c'est vrai que les riverains, ils ont été impactés par l'incendie qui s'est produit malheureusement sur ce site. C'est pas le dernier, c'est celui d'avant. C'est celui d'avant. Enfin, la question a déjà été posée à Quimperlé Communauté. C'est ça que je voulais quand même ajouter. Bon, moi, j'ai eu quand même. Alors, c'est des réponses techniques. Hein. Donc, il était nécessaire de compléter les diagnostics parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu des gros soucis. Il y avait des fuites, il y avait de l'eau qui coulait. Tout ça, c'est à cause aussi de l'incendie. Hein. Donc, il était nécessaire de compléter les diagnostics et Quimperlé Communauté a donc lancé en début d'année une étude complémentaire au marché initial. Donc, le bureau d'études ABI cale en détail son planning pour une intervention début mai et un potentiel deuxième passage dans la foulée pour un rapport final début juin. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, Quimperlé Communauté aussi a prévu un COPIL auquel la mairie de Moëlan sera associée. Alors, visiblement, ça sera la semaine 23 avec... on aura les résultats de l'étude. Donc, l'objectif de ce COPIL est de statuer sur l'état réel du bâtiment et sur la possibilité de le conserver ou pas dans son intégralité. La question, elle est là. Donc, sur cette base, un planning de travaux sur l'état du bâtiment et sur la possibilité de le conserver dans son intégralité ou pas. Et sur cette base, un planning de travaux pour le second semestre 2023 sera établi, visant une mise en sécurité de l'ensemble du bâti à conserver et la programmation de travaux sur les réseaux afin de permettre une réouverture, même partielle, du bâtiment dans les meilleurs délais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Bazenuen. C'est vrai que c'est assez compliqué, c'est complexe. Le fait qu'il y ait eu un incendie a complètement ralenti les travaux. Voilà où on en est. Si on en sait plus, on vous le communiquera. Quand on va avoir le COPIL, je pense qu'on aura d'autres informations, voir si oui ou non on peut conserver, si Quimperlé Communauté conserve le bâtiment. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons clore ce conseil municipal. Donc je vais remercier tout le monde et puis nous allons pouvoir ensuite passer aux questions dans la salle, au quart d'heure citoyen, si vous avez des questions. Nous sommes à votre écoute.